Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui aux données des contrats de la commande publique. Le guide de la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique, publié en juin dernier par la CNIL, et l'arrêt commune de Nîmes du Conseil d'État sont l'occasion de revenir sur le sujet des données dans les contrats publics. L'exécution de ces contrats est en effet génératrice de grandes quantités de données. Celles-ci doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lorsqu'elles se rapportent à une mission de service public, à la fois en raison de leur intérêt pour l'acheteur et potentiellement pour les opérateurs économiques, et de leur inclusion dans le champ d'application des obligations en matière de traitement des données personnelles. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Vincent Drin, avocat associé au sein du cabinet Valiance, qui abordera ces sujets à la lumière de leur évolution récente. Il traitera en outre des stipulations qui peuvent être utilement insérées dans le contrat, en complément de celles des CCAG, afin de préciser clairement les responsabilités respectives de chaque partie et de prévenir les difficultés. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Oui, merci Richard. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va discuter de contrats publics et données pendant une heure. Donc je voulais me présenter. Donc je m'appelle Vincent Drin du cabinet avocat associé du cabinet Valiance. Deux actualités comme l'a rappelé Richard à l'instant. Le guide de la CNIL qui est paru au printemps dernier, qui est tout à fait intéressant au vu des questions qui se posent, questions récurrentes sur les contrats publics. Et puis, deuxième point, un arrêt tout aussi intéressant que le guide de la CNIL en matière de données plus larges et pas seulement les données personnelles. Un arrêt du Conseil d'État commune de Nîmes qui a été rendu le 16 mai dernier. On y reviendra dans la deuxième partie de ce webinaire avant d'avoir vos questions. Alors, en ce qui concerne les points qu'on abordera aujourd'hui, plusieurs sujets. Tout d'abord, les dispositions du Code de la commande publique. Donc, qu'est-ce que prévoit le Code en matière de données? Et puis ensuite, là, sur un sujet plus spécifique au marché, qu'est-ce que prévoient les CCAG? Avec une particularité, bien évidemment, pour les contrats de concession, c'est que les CCAG ne s'appliquent pas. Donc, on a beaucoup plus de travail à faire en matière de contrat de concession au niveau de la rédaction du contrat. Ça ressort très clairement du guide de la CNIL et ça ressort également, en tout cas on peut le déduire de l'arrêt du Conseil d'État. Les points essentiels du RGPD en matière de contrat public, alors l'idée, ça ne sera pas de développer tous les points du RGPD, mais simplement de dire, de prévoir, de se focaliser sur ce qui nous intéresse en matière de marché et en matière de concession. Et puis ensuite, on fera un focus bien évidemment sur le guide de la CNIL et ensuite on parlera de l'arrêt du Conseil d'État. Alors, les dispositions du Code de la commande publique en matière de données, il y en a assez peu. Sur les marchés publics, donc on a l'article L2196-2 qui prévoit et qui renvoie une partie réglementaire que l'acheteur doit rendre accessible sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait des dispositions de l'article L2132-1 du Code de la commande publique ou serait contraire à l'ordre public. Donc, pour faire simple, L2132-1, ça va être des données qu'on va considérer comme étant confidentielles parce que ça pourrait gêner ça porte atteinte au secret des affaires, ça pourrait gêner les opérateurs économiques dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou ça pourrait les gêner parce que dans d'autres marchés, etc., ça révélerait trop d'informations sensibles qui seraient couvertes par le secret des affaires. Il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de doctrines administratives et il y a beaucoup d'avis de la CNIL sur ce sujet-là, pas tant sur le sujet des données essentielles, mais sur le sujet la notion du secret des affaires, secret en matière industrielle et commerciale, sur toutes les questions de droit à la communication des documents administratifs. Donc, c'est assez, ce sujet-là est très cadré
est très cadré maintenant par la CNIL et par certaines jurisprudences du Conseil d'État qui sont prononcées ensuite sur les avis rendus par la CNIL dans le cadre de demandes de communication de documents administratifs. Le code nous dit ensuite que l'acheteur doit offrir sur son profil d'acheteur un accès libre, direct et complet à ces données pour les marchés d'un montant supérieur à 40 000 euros. Donc, ces données apportent sur la procédure de passation du marché, le contenu du contrat et l'exécution du marché, dont notamment ses modifications. L'idée de ces dispositions-là, c'est de favoriser l'information à la fois de tout à chacun et surtout des autres opérateurs économiques sur les conditions d'exécution du marché. Il y a énormément de choses sur les modifications qui doivent être portées à la connaissance, être portées à la connaissance des tiers. Et l'idée de ces données-là, enfin, en tout cas du mode de transmission de ces données, c'est qu'elles puissent être facilement consultables et utilisables par les tiers. Donc ça, c'est en matière de marché. En matière de concession, on a un équivalent à l'article L31-1 du code. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quasiment un copier-coller de ce qui existait en matière de marché public, de ce qui existe en matière de marché public. Ensuite, et on y reviendra quand on parlera du guide de la CNIL et aussi de l'arrêt du Conseil d'État, on a des dispositions spécifiques pour les contrats de concession. Donc, lorsque la gestion d'un service public est concédée, donc c'est pas toutes les concessions, c'est essentiellement les concessions qui portent sur l'exécution, la gestion d'un service public et pour les collectivités locales, donc ce sont les DSP, les délégations de services publics. Le concessionnaire fournit à l'autorité concédante sous format électronique dans un standard ouvert, librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. Donc ces dispositions-là, elles s'expliquent par le fait que on considère que ces données, ces informations, elles sont nécessaires, indispensables à l'exécution du service public. Donc la collectivité, en tout cas l'autorité concédante, pourrait en avoir besoin si elle disait, si elle souhaitait, déjà elle va en avoir besoin pour contrôler l'exécution du service. Il faut rappeler que c'est quand même une obligation et qu'il y a une obligation aussi d'information très détaillée sur qui pèse sur les concessionnaires. La collectivité, l'autorité concédante pourra en avoir besoin si elle décidait ensuite, à l'expiration de la concession, de reprendre le service en régie, de l'exécuter elle-même. Et puis, elle va également en avoir besoin dans le cadre de la procédure de remise en concurrence parce qu'elle a besoin de donner des informations aux futurs candidats. Donc voilà, dispositions spécifiques en matière de concession et on a également d'autres dispositions spécifiques pour certains secteurs. C'est notamment le cas, c'est essentiellement le cas des secteurs de l'eau et de l'assainissement. On retrouve des dispositions spécifiques dans le CGCT. Alors ensuite, donc on a cette obligation dans le code de dire que une obligation de mise à disposition des données essentielles, mais qu'est-ce qu'une donnée essentielle? Qu'est-ce que les acheteurs doivent mettre à disposition des candidats? Donc cette réponse, elle est précisément apportée par une annexe du code. Quand on va très concrètement, quand on va sur les J-France et que on va après la partie législative, la partie réglementaire, on a un certain nombre d'index, même un grand nombre d'annexes qui sont des textes pris par arrêté, qui sont pris en exécution du code. Et on a une annexe numéro 15, constituée par un arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique, qui est extrêmement précis et qui décrit à la fois quelles sont les données essentielles qui doivent être mises à disposition, quelle est la durée de cette mise à disposition
Et là, c'est beaucoup plus technique, mais c'est également précis. Quel est le format qui doit être utilisé par les données, de sorte qu'elles puissent être facilement trouvées par les personnes intéressées, dont les opérateurs économiques. Donc, c'est à la fois le contenu des données, la durée, et puis les modalités de diffusion de ces données. Donc, quand on regarde dans le détail, notamment à l'article 1er sur les marchés, quelles sont ces données, on a énormément de précisions, énormément de choses qui vont devoir être mises à disposition par les acheteurs. La nature du marché, l'objet, la durée, le montant, forme de prix, quel est le titulaire du marché. Et puis, on a également des dispositions spécifiques sur les modifications en cours de marché qui sont là aussi, qui entrent dans le champ d'application des données essentielles. Donc, c'est l'objet, la durée et le montant de la modification. Et ça, c'est vraiment très intéressant, notamment pour les opérateurs économiques qui n'auraient pas été retenus dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, parce que autant ces opérateurs arrivent fréquemment à obtenir des informations sur le contenu du marché en faisant des demandes de transmission de documents administratifs dans le cadre des dispositions prévues par le Code des relations entre le public et l'administration. Tout ça, encore une fois, très cadré par les avis de la CNIL. Autant c'est beaucoup plus compliqué pour eux, nécessairement, de suivre les modifications du marché parce que, tout simplement, ils n'ont pas forcément connaissance d'une modification du marché. Et on sait que ces modifications du marché, parfois, elles vont pas être tout à fait conformes à ce que prévoit le Code de la commande publique, et elles vont être assez facilement, assez fréquemment, néanmoins, qualifiées de modifications substantielles qui n'auraient pas pu intervenir, qui auraient dû donner lieu à une remise en concurrence. Donc, l'idée de ces informations pour les opérateurs économiques, c'est pas forcément ensuite de faire du contentieux, mais c'est au moins l'idée de savoir que, voilà, là, il y a une modification du marché, une modification de périmètre, une augmentation de la durée qui apparaît, qui apparaît discutable. Donc, ces entreprises-là vont plus facilement savoir connaître le détail de l'évolution du marché. Donc, ça doit également, en parallèle, inciter les acheteurs, bien évidemment, à la vigilance. Pour les concessions, on retrouve à peu près la même chose. Donc, sur les caractéristiques essentielles du marché et les modifications, avec en plus, ça prévu par l'article 2 de l'arrêté, avec en plus des dispositions particulières, font partie des données essentielles, l'intitulé et les montants des principaux tarifs à la charge des usagers. Donc, je vous invite, je ne vais pas reprendre tous les items prévus par l'arrêté, mais voilà, encore une fois, c'est un texte très précis et j'insiste sur ce point-là. Parfois, on a des notions un peu floues de données essentielles, ou en tout cas, par exemple, sur le secret des affaires qui doivent faire l'objet d'interprétation par la jurisprudence. Là, ce n'est pas du tout le cas. Pour ces données essentielles, autant les dispositions législatives réglementaires sont assez floues, autant l'arrêté, qui fait partie du code, il est extrêmement précis. Donc, l'arrêté fixe le délai dans lequel doit intervenir la mise à disposition sur le profil d'acheteur. Donc, c'est 2 mois après la notification pour les marchés. C'est pour les concessions avant même le début d'exécution. Et c'est chaque année pour les données relatives à l'exécution des concessions. Les données relatives à l'exécution des concessions, c'est essentiellement l'intitulé et le montant des principaux tarifs à la charge des usagers. Donc ensuite, dernier point, comme je le disais auparavant, donc l'arrêté détermine les modalités techniques de mise à disposition du décret dans les articles, on va dire 6 et suivants du texte. Ensuite, donc voilà pour ce que prévoit le code. Ensuite, on a un autre niveau, on va dire normatif,
sont les dispositions du CCAG. Donc, là, je pense que je ne vais rien apprendre à tous ceux qui nous écoutent, mais les CCAG, ce sont des documents facultatifs, déjà qui concernent uniquement les marchés. Ce sont des documents facultatifs, c'est-à-dire que les CCAG, vous êtes libre ou non, les acheteurs et les titulaires des marchés y font référence, et puis ensuite il y a des dérogations qui sont possibles. Bref, il y a un article commun à tous les CCAG, qui est l'article 5.2. Quand je dis commun à tous les CCAG, c'est qu'il porte la même numérotation dans tous les CCAG, donc travaux, maîtrise d'œuvre, prestations intellectuelles, technologie de l'information et de la communication et marché industriel. Donc, ce sont vraiment des dispositions balais, en ce sens qu'elles se bornent à prévoir que le titulaire a l'obligation de respecter les règles européennes et internes en matière de traitement des données à caractère personnel. Donc le RGPD là n'est pas cité expressément, mais c'est clairement ce à quoi se réfèrent de manière implicite les CCH. Donc le marché doit prévoir la finalité, la description et la durée du traitement, les obligations respectives de l'acheteur et du titulaire, les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes concernées, les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disposition des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel, la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution du marché. Donc ça, c'est vraiment le cœur des principes dégagés dans le RGPD et qu'on va devoir retrouver dans les marchés. Donc en fait, ces dispositions du CCAG, des CCAG, elles ont vocation, c'est vraiment le minimum qu'on doit prévoir dans ces documents, dans les documents contractuels. Et l'idée, c'est quand même d'aller, si nécessaire, on va voir dans quel cas tout à l'heure, si nécessaire, d'aller plus loin dans les documents particuliers du marché. Deuxième point, les CCAG prévoient que les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables aux titulaires en cas de méconnaissance de la réglementation. Donc cette rédaction que j'ai volontairement mise entre guillemets, dans l'emploi du verbe préciser, laisse à penser que dès l'instant où on fait une référence à ce CCAG, on est obligé de prévoir des pénalités contractuelles dans les documents particuliers du marché. Bon, je ne pense pas que ce soit très concrètement le cas, puisque sans pénalité prévue dans les documents particuliers du marché, il n'y aura tout simplement pas de support contractuel pour sanctionner le titulaire. Et comme on sait, on peut toujours déroger au CCAG. Donc c'est l'idée que plutôt que cette rédaction, il faut la comprendre comme rédaction, à mon avis, alternative et qu'on retrouve classiquement dans d'autres parties des CCG qui prévoient que voilà, le CCAG indique simplement que les documents particuliers peuvent prévoir des pénalités en cas de méconnaissance de la réglementation. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le CCAG dit que... Excusez-moi, maître, en fait, oui. Je me permets de vous interrompre parce que justement, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Je me permets de vous les poser là, comme vous abordez ce thème-là, concernant les sanctions, justement. Et des questions portent notamment sur quelles sanctions en cas de méconnaissance de l'obligation de mise à disposition des données essentielles. Pour moi, il n'y a pas de. C'est une très bonne question. Pour moi, il n'y a pas de sanction. Et je ne crois pas que ce soit. C'est prévu par les textes, mais pour moi, c'est difficile de prévoir que de sanctionner ça en considérant que c'est un manquement à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. En tout cas, on va dire que les opérateurs pourraient faire des contentieux, mais ça me semblerait les faits seraient assez mineurs parce qu'à ce moment-là, on aura une injonction faite à l'acheteur de produire ces données.
Donc c'est une très bonne question, mais moi à ce jour, je pense pas qu'il y ait de dispositif de sanctions qui soit applicable, en tout cas euh, qui soit précisément défini par les textes. Après, ça ne voudrait pas dire qu'il y ait des contentieux qui pourraient pas être engagés avec des injonctions de produire les données essentielles ou éventuellement des saisines de la CNIL pour qu'elle ait à rendre un avis. Mais en tout cas, le code ne prévoit pas de dispositif de sanctions express. Et en lien en fait aussi avec l'arrêté du 22 mars 2019 que vous évoquiez juste avant, j'ai une question qui demande, un participant qui demande quelle est la sanction s'il n'y a pas de publication des modifications du marché dans les 2 mois qui suivent la modification. Bah, je pense qu'il n'y a pas là aussi, il n'y a pas de sanction prévue, il n'y a pas de sanction prévue par les textes. Donc, l'administration, enfin l'acheteur, a obligation de produire ces données. Ça veut dire qu'on pourrait envisager une saisine de la CNIL ou un contentieux pour la contraindre à produire ces données, mais il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction précise. D'accord, merci. Donc sur le CCAG, donc troisième point, on était effectivement dans le cadre des sanctions, mais là ce sont des sanctions contractuelles. Hein. Dernier point, le non-respect de la réglementation constitue un motif de résiliation au tort du titulaire. Les CCAG prévoient un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles l'acheteur peut résilier le marché au tort du titulaire, par exemple de la sous-traitance irrégulière, du refus d'exécuter des prestations, et donc la méconnaissance du RGPD, enfin la réglementation en matière de données à caractère personnel est un motif de résiliation pour faute. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, et j'insisterai sur ce point ensuite, il n'y a pas de disposition spécifique. En tout cas, on n'a pas l'équivalent CCCAG, il couvre les marchés. On n'a pas d'équivalent pour les concessions, alors qu'on va le voir après, les concessions, c'est vraiment en tout cas pour la CNIL, le type de contrat où les questions en matière de RGPD peuvent se poser avec le plus d'acuité pour l'acheteur public. Alors ensuite, on a des dispositions spécifiques pour certains CCAG. C'est très court. J'en parle pour être exhaustif. On a des dispositions qui définissent, puisque c'est des données, le BIM pour les marchés de maîtrise d'œuvre, le Building Information Modeling. Donc c'est une définition du BIM qui est donnée en commentaire du CCAG. Donc c'est pas une disposition en fait proprement contraignante. Donc, BIM ou modélisation d'information de la construction est une méthode de travail basée sur la collaboration autour d'une maquette numérique. Dans un processus BIM, chaque acteur de la construction crée, renseigne, utilise cette maquette et en tire les informations dont il a besoin pour son métier. En retour, il alimente la maquette de nouvelles informations pour aboutir au final à un objet visuel renseigné, représentatif de la construction, de ses caractéristiques géométriques et des propriétés de comportement. Donc ça, c'est spécifique à la maîtrise d'œuvre et à certaines opérations de travaux. Voilà, encore une fois, j'en parle là pour être exhaustif, puisqu'on est toujours dans le numérique et la donnée, mais le CCAG maîtrise d'œuvre ne va pas plus loin, donc ce sera sur un document particulier de traiter cette question. Ensuite, on a des dispositions spécifiques dans le CCAG TIC au vu de l'objet de ce CCAG. On a des dispositions spécifiques relatives aux données indispensables à l'exécution d'une mission de service public qui doivent être communiquées mises à disposition par le titulaire au profit de l'acheteur. Donc ça, c'est l'équivalent
de ce qui existe de l'article L3131-2 pour les concessions. On a un article 37 relatif à la destruction des données, article 42 sur la réversibilité et le transfert, et dans le chapitre 7, sur les questions de droit de propriété intellectuelle, on a une mention des bases de données dans les dispositions relatives à l'utilisation des résultats. Voilà pour les dispositions du CCAG en matière de données. Donc en synthèse, on peut dire que hormis quelques points spécifiques, CCAG ne rentre pas vraiment dans le détail. Il dit juste que voilà, le titulaire doit respecter le RGPD et qu'il y a des sanctions qui doivent être assorties en cas de non-respect de ce document. Alors ensuite, si on bascule là plus précisément, on sort du champ des règles en matière de contrat public et puis on se focalise sur le RGPD avant de voir ce que dit la CNIL. Le RGPD, donc il a maintenant quelques années. Ce CCAG, ce RGPD, il a vocation à s'appliquer à tous les contrats, y compris les contrats qui ont été conclus avant son entrée en vigueur en 2019. Donc ça veut dire, et là la CNIL le rappelle d'ailleurs dans son guide, que pour des contrats qui ont été conclus antérieurement, il doit y avoir une modification de ce contrat pour le mettre en conformité avec le RGPD. Donc, je souhaitais, avant qu'on aborde le guide de la CNIL, rappeler quelques définitions qui sont données par le RGPD. Données à caractère personnel, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Et le traitement, c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés appliqués à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation, ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement, l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. Bref, c'est très précis et c'est surtout très large. On va rapidement entrer, des données peuvent rapidement tomber dans le champ d'application du RGPD. Ensuite, et là j'insiste, avant de discuter du guide de la CNIL, deux autres définitions qui sont vraiment au cœur, en fait, là pour le coup, des questions que doivent se poser acheteurs et opérateurs dans le cadre de la passation et de l'exécution des contrats publics, c'est la notion de responsable du traitement et la notion de sous-traitant. Le responsable du traitement, c'est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Ça, c'est vraiment une notion centrale de définition du responsable du traitement. C'est la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à cette désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. Voilà, c'est vraiment la première partie de la définition qui est importante sur nos sujets. Et ensuite, le sous-traitant, c'est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Donc, l'idée là d'aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail du RGPD parce que c'est un document très lourd et puis on sortirait de notre sujet pour être complémentaire, et puisque on parlait de sanctions tout à l'heure et il y a eu des questions sur les sanctions. Quelle est la sanction lorsqu'on ne respecte pas le RGPD? Donc là, on a tout un dispositif qui est prévu au terme duquel
la CNIL peut prononcer des amendes. C'est d'ailleurs assez intéressant d'aller sur le site de la CNIL. Il y a énormément de choses sur le RGPD, énormément de guides, et il y a notamment une partie sur les sanctions. Donc la CNIL a affiché les sanctions qu'elle a prononcées au cours des dernières années. Il y a des sanctions, donc ce sont des amendes administratives. Il y a des sanctions qui sont d'un montant relativement important. Ça va au-delà du million, et ces sanctions, elles sont à la fois basées sur la gravité des violations du RGPD, mais également sur on va dire la surface financière de la personne sanctionnée. C'est l'idée que voilà, une entreprise qui serait très importante ou une personne morale de droit public qui serait très importante pourrait se voir sanctionnée assez lourdement. Donc voilà, il y a ce préjudice-là, et puis il y a aussi, c'est d'ailleurs rappelé dans le kit de la CNIL, le préjudice d'image qui est pas neutre, puisque lorsqu'il y a des violations des règles en matière de protection des données personnelles, surtout quand ça provient c'est lié avec un opérateur public, là, il y a souvent quand même une presse, en tout cas un retentissement assez important. Donc, d'autres définitions, les responsables conjoints du traitement, donc là je ne vais pas reprendre, c'est l'idée que, en fait, il n'y a pas un responsable du traitement, mais c'est l'idée que le traitement, il est utile, où il y a plusieurs personnes qui ont défini les finalités du traitement, et donc là, on va se retrouver dans le cadre d'une responsabilité conjointe. Et puis ensuite, le sous-traitant de second rang, ça s'appelle pas vraiment comme ça dans le RGPD, mais c'est l'idée que c'est le sous-traitant qui va, encore une fois, lui, à son tour, sous-traiter faire appel à un autre prestataire pour la gestion des données. Les points essentiels sont la détermination de finalité explicite et légitime, donc quelles sont les obligations incombant au responsable du traitement, la collecte des données pertinentes et non excessives, la sécurité et la conservation limitée de données et le respect des droits des personnes. Quand il y a un recours au sous-traitant, le responsable du traitement doit vérifier que celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée. Donc sur cette notion de sous-traitant, deux choses, hein, ça correspond pas du tout, en tout cas pas nécessairement à la notion de sous-traitance qu'on retrouve en droit des contrats et qu'on a notamment en droit des marchés publics. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses où c'est l'acheteur public qui est responsable du traitement et en fait l'opérateur économique va être sous-traitant. Et deuxième point, c'est que il y a vraiment une obligation, quand on est dans ce cas de figure, j'y reviendrai tout à l'heure pour l'acheteur public, de vérifier que la personne qui va être son sous-traitant dispose bien des garanties suffisantes, notamment techniques, pour procéder au maniement des données. Alors, c'est dans ce contexte de la question de savoir qui fait quoi, c'est-à-dire quel est le rôle de l'acheteur et de l'opérateur économique, qui est responsable du traitement, qui va être sous-traitant, que la CNIL a publié au printemps dernier un guide qui s'appelle le guide de la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique. Donc l'idée de ce guide ne répond pas à toutes les questions en la matière, mais fournit un certain nombre de faisceaux d'indices qui permettent de déterminer si l'administration est ou non responsable du traitement, en fournissant notamment un certain nombre d'exemples qui devraient guider les acheteurs. Alors la CNIL s'est basée notamment, en tout cas, c'est un document qui
qui est sourcé à de multiples reprises dans le guide sur un guide européen sur la sous-traitance. Sur la sous-traitance en matière de données, et que la CNIL, on va dire, a adapté et précisé pour les contrats publics. Je retrouve, voilà, c'est les lignes directrices du CEPD, donc c'est le Centre européen de protection des données qui fournit un éclairage sur ces questions. La première question que doivent se poser les parties au contrat public, et la question qui va se poser bien évidemment surtout à l'acheteur public au moment de la rédaction et de la passation du contrat, c'est de savoir si l'administration est ou non responsable du traitement. Et l'administration sera responsable du traitement si elle s'est spécifiquement intéressée à ses objectifs et conditions de mise en œuvre. Donc la CNIL distingue 3 hypothèses. L'objet du contrat est la mise en œuvre d'un traitement de données. C'est le cas, par exemple, si la CNAM prend l'exemple du co-contractant qui réalise une campagne d'information du public dont les finalités, mais aussi les principales caractéristiques ont été définies par l'administration. Le déploiement du traitement, la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont définis dans les documents de la consultation. Donc là, c'est très clairement, pour revenir à la définition du RGPD, la CNIL qui a défini, l'acheteur qui a défini la finalité des traitements et les moyens essentiels pour y parvenir. Ou alors, lorsque l'administration a porté une attention particulière aux objectifs et conditions de traitement des données personnelles en validant celles proposées par l'opérateur économique. Donc, l'administration sera responsable du traitement, soit quand celui-ci est intimement lié à l'objet du contrat, ou si les dispositions, en tout cas dans le dossier de consultation, on a des dispositions extrêmement précises en la matière. Donc, quels sont les cas de figure envisageables pour l'exécution du contrat public au regard de la réglementation RGPD? En fait, il y a trois hypothèses. Donc, l'administration, elle est responsable du traitement et l'opérateur économique est son sous-traitant. C'est l'hypothèse privilégiée par la CNIL pour les marchés pour lesquels le traitement des données constitue l'objet du contrat ou l'un de ses éléments substantiels. L'opérateur économique est seul responsable du traitement. C'est l'hypothèse qui est plutôt privilégiée par la CNIL pour les concessions hors gestion d'un service public, ou alors pour les marchés dans lesquels l'acheteur n'a émis aucune spécification précise sur le traitement à mettre en œuvre. Et dernière hypothèse, l'administration et l'opérateur économique sont responsables conjoints du traitement. C'est l'hypothèse privilégiée par la CNIL pour les concessions portant sur la gestion d'un service public. Donc, on a des conséquences en fonction des 3 cas de figure envisagés. En cas de sous-traitance, donc c'est-à-dire en cas de sous-traitance, première hypothèse, donc l'administration va être responsable du traitement et qu'elle va sous-traiter à l'opérateur économique titulaire du contrat. Elle va devoir vérifier les capacités de cet opérateur, désigné dans le RGPD comme étant le sous-traitant. On va avoir des dispositions précises dans le contrat et on va avoir un accord nécessaire pour la sous-traitance de second rang. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le titulaire du marché va vouloir sous-traiter une partie de la gestion la gestion des données personnelles, eh bien, on va devoir passer par un dispositif de sous-traitance classique. Et d'ailleurs, à ce sujet, le formulaire DC4 sur la sous-traitance au sens du droit de la commande publique, prend bien cette... en tout cas, il y a un paragraphe qui a été rajouté, prend bien cette disposition. Donc, quand on a un contrat de sous-traitance au sens du RGPD, ce contrat, il doit respecter un certain formalisme et bien de sorte que
le responsable du traitement soit assuré que le sous-traitant prend bien en compte les dispositions du RGPD. Et il y a plusieurs dispositions qui sont prévues à l'article 28 sur la définition du sous-traitant et sur le contenu du contrat après. En cas de responsabilité exclusive de l'opérateur économique, donc là, c'est l'idée que l'administration, elle est pas responsable du traitement et qu'en fait, le responsable du traitement, c'est uniquement l'opérateur économique. Il y a une obligation générale de respecter, il va simplement y avoir des obligations générales de respecter le RGPD pour le titulaire. Donc là, dans ce cas de figure-là, les dispositions dont on avait parlé tout à l'heure de l'article 5.2 du CCAG, elles sont tout à fait pertinentes. Et l'idée, c'est, en tout cas, quand on est dans le cadre d'un contrat de concession, c'est de prévoir, prévoir l'équivalent de ces dispositions-là. Donc, en fait, l'administration ne s'immisce pas dans la responsabilité en matière de RGPD. Elle dit simplement que le titulaire, lui, doit veiller à respecter cette réglementation. Et enfin, dernier cas de figure, en cas de responsabilité conjointe, eh bien, on va avoir des dispositions dans le contrat qui vont devoir prévoir les responsabilités à la fois de l'opérateur économique et à la fois celle de l'acheteur. C'est le cas de figure qui est prévu par l'article 26 du RGPD. Les concessions, notamment les délégations de services publics, la CNIL privilégie que cette hypothèse-là, notamment lorsqu'on a des données indispensables à l'exécution du service public. Et cette notion-là, elle renvoie vraiment aux dispositions du Code de la commande publique qu'on avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire que dès l'instant où, en synthèse, on a une concession qui porte sur l'exécution du service public, il y a fort à parier qu'on soit dans ce scénario de responsabilité conjointe, donc avec un travail de rédaction accru à faire pour déterminer qui fait quoi dans le cadre du contrat de concession. Voilà pour le guide de la CNIL qui fait, qui en synthèse, voilà, il fait une douzaine de pages, qui répond pas, c'est compliqué de répondre très précisément à ces questions, mais en tout cas, c'est vraiment un document très intéressant pour permettre de répondre, de répondre à ces notions les questions de responsable de traitement ou sous-traitant. Alors ensuite, deuxième point, et j'irai un petit peu plus vite sur l'arrêt du Conseil d'État. C'est un arrêt du 16 mai dernier qui est publié au recueil, qui concernait justement l'exécution d'une délégation de service public en matière d'animation et d'exploitation touristique de monuments avec donc de la commune de Nîmes, avec l'obligation pour le titulaire sortant, dans le cadre de son animation, son obligation d'animation touristique de monuments, de publier, d'animer ces sites sur des réseaux sociaux, en tout cas de fournir des éléments sur l'actualité de ces sites sur les réseaux sociaux et de réaliser un film de promotion de l'un de ces documents. À l'expiration de la délégation de service public, titulaire en place n'a pas voulu restituer les droits d'accès sur les réseaux sociaux, sur ces documents. Et il n'a pas voulu non plus restituer le support du film de promotion. Donc ça a beaucoup gêné l'autorité concernante parce qu'elle s'estimait en droit d'obtenir ces documents et surtout ça l'a gêné pour remettre en concurrence à l'issue de la DSP, remettre en concurrence et conclure une nouvelle DSP sur l'exploitation touristique de ces documents. Donc la collectivité, elle a fait ce qu'on appelle un référé conservatoire pour que le juge enjoigne au titulaire sortant de lui restituer ces éléments.
Et le juge a fait droit à cette demande. Et c'est la portée essentielle de l'arrêt. Hein. C'est pas tant le recours au référé conservatoire qui est assez rarement utilisé, mais qui peut être utilisé dès l'instant où en fait la demande est liée à l'exécution d'un service public. Le juge a considéré que les droits d'accès aux réseaux sociaux étaient des biens immatériels, des biens de retour. Alors que les biens de retour sont les biens meubles ou immeubles qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public. Ça, c'est les définitions données par le Code de la commande publique. On avait une précédente définition donnée par un arrêt commune de Douai du Conseil d'État de 2012. Donc, cet arrêt, maintenant le Code, prévoit que ces biens de retour, parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement du service public, doivent faire retour gratuitement à l'expiration de la concession, doivent faire retour gratuitement à l'autorité concédante. Et donc, on pense souvent à des ouvrages, à des constructions immobilières qui ont été réalisées par le délégataire, et ça s'applique également, donc maintenant, au terme de cet arrêt, ça s'applique également à des droits d'accès, à un support de film. Donc ces éléments, ils doivent faire nécessairement retour gratuitement à l'autorité concédante, y compris si le contrat prévoit l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment une règle d'ordre public. Donc la notion de bien de retour, elle est appréciée d'office par le juge sans qu'il soit lié par les stipulations du contrat. Et donc, dans son office, le juge doit rechercher si un bien est nécessaire au fonctionnement du service public. Voilà. Donc, ce qui est le cas, encore une fois, pour des droits d'accès. Donc, il faut retenir que voilà, les biens de retour, ce n'est pas forcément des biens matériels. Ça concerne également, dans la catégorie des biens de retour, le support d'un film de promotion et les droits d'administration de pages de réseaux sociaux concernant des monuments dont le concessionnaire est chargé de l'exploitation culturelle et touristique. En défense, donc ça c'est plutôt des points accessoires. Bien évidemment, le titulaire sortant s'était opposé à cette demande-là en invoquant le code de la propriété intellectuelle et en disant que en fait c'était pas le juge administratif, puisque quand il y a des questions en matière de droit de propriété intellectuelle, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Donc ça a été écarté par le Conseil d'État en disant, même si c'est pas forcément le point le plus clair de l'arrêt, en disant là, on n'est pas sur des sujets de propriété intellectuelle, on est sur des sujets qui permettent l'utilisation de biens qui ont été produits par le titulaire et qui sont indispensables à l'exécution du service. Donc, le Conseil d'État a balayé cet argument et il a également balayé l'argument tiré de ce que il y avait les dispositions du RGPD faisaient obstacle à cette demande de restitution de la collectivité, voilà, en écartant, en disant que c'était absolument pas le sujet. Enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, le RGPD, il a vocation à protéger les données personnelles, mais c'est complètement une réglementation totalement étrangère au sujet des biens de retour. Donc voilà pour l'arrêt rendu par le Conseil d'État. Alors j'ai vu que vous aviez posé un certain nombre de questions. Oui, je vous remercie, maître. Voilà, je vous ai transféré là pendant votre intervention. Je vous remercie donc pour cette présentation. Donc, je vous ai transmis déjà quelques questions. Donc, je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance si vous le souhaitez. D'accord. Alors, première question, vous faites un lien entre données essentielles et données personnelles. Oui, je fais un lien, mais j'ai peut-être pas été clair. Enfin, j'ai pas été clair. Parmi les données essentielles, en tout cas en matière de concession, on a des données essentielles à l'exécution du service public. C'est ce que prévoit le code de la commande publique. Et parmi ces données, on a notamment des fichiers d'abonnés, etc.
par exemple, secteur de l'eau et de l'assainissement, on a des fichiers d'abonnés. Donc, ces données-là, elles entrent clairement dans le RGPD, dans le cadre du RGPD. Donc, si on veut résumer, parmi les données essentielles du marché au sens du code de la commande publique, on va avoir tout particulièrement pour les données liées à l'exécution d'un service qui confie la gestion du service public à un opérateur, on va avoir des données qui vont entrer dans le champ d'application du RGPD. Comment gère-t-on le retour de biens immatériels qui ont été obtenus par le délégataire en location, c'est-à-dire sous licence, et comment imposer à un tiers que ces licences se prolongeront sur le délégant lorsqu'il reprend le service, lorsqu'on le contrat est silencieux sur ce point? C'est une très bonne question. L'arrêt du Conseil d'État n'y répond pas. Parce qu'effectivement, si vous avez, si le contrat ne dit rien, ça va être assez compliqué d'imposer une prolongation de la licence. On risque d'avoir, et d'ailleurs, c'est des commentateurs certains commentateurs de cet arrêt qui l'ont dit, l'arrêt, il règle un peu brutalement la question en matière de biens de retour, mais ça risque de soulever des difficultés du point de vue des licences, et on risque d'avoir des contentieux cette fois devant le juge judiciaire, parce qu'on aura des questions de propriété intellectuelle, et là, le juge judiciaire sera compétent, et je ne suis pas sûr qu'il ait la même acception, en tout cas, de cet effet un peu massu des biens de retour. Concernant le RGPD, pouvez-vous donner un exemple de la personne responsable du traitement? Est-ce la personne publique qui exerce la maîtrise d'ouvrage? Oui, ça va être la personne publique. Alors, maîtrise d'ouvrage, est-ce que vous pensez à une opération de construction? Je ne sais pas, je déduis pas ça de la question, mais ça va être la personne morale, ça va être la personne responsable, la personne publique va être la responsable du traitement si effectivement on rentre dans le champ d'application du RGPD, et que c'est elle qui a défini les finalités du traitement et les moyens essentiels à mettre en œuvre pour respecter cette finalité. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément le cas pour des opérations de construction. Concernant le guide de la CNIL, quelles sont les garanties jugées suffisantes pour la mise en œuvre de ces mesures, et comment le responsable du traitement peut procéder à sa vérification? Alors, pour la première de ces deux questions, la CNIL ne répond pas, ne définit pas quelles sont les garanties jugées suffisantes. Comment le responsable du traitement peut procéder à la vérification? Là, ça va être vraiment, ça doit être prévu dans le contrat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas si ces modalités de vérification sur place, demande de documents, vérification et, par exemple, rapport fourni par le titulaire, si ça c'est pas prévu par le contrat, ça risque d'être compliqué de procéder à la vérification, en tout cas, sauf à commencer à passer par des courriers ou des demandes combinatoires aux titulaires. Mieux vaut, vu, je ne veux pas dire le côté lacunaire des CCAG, mais vu la légèreté des CCAG en la matière, mieux vaut s'en soucier dans les documents particuliers du marché et prévoir des modalités de vérification. Concernant le guide de la CNIL, quid des marchés pour lesquels le traitement des données ne constitue pas l'objet du marché? La CNIL en parle, hein, c'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, on est encore une fois hors gestion d'un service public. La CNIL indique très clairement que on est plutôt dans l'hypothèse où
l'administration ne sera pas responsable du traitement et ce marché, il aura peut-être un volet RGPD, mais ça sera l'affaire du titulaire qui sera responsable du traitement. Voilà, la CNIL prend un exemple, marché de construction d'ascenseurs dans un bâtiment public, de mise à disposition d'imprimantes, de services de nettoyage de locaux administratifs, d'organisation des voyages professionnels ou de cours d'anglais au personnel. Ça, c'est la CNIL ne dit pas pourquoi elle prend ces exemples-là, mais voilà, c'est l'idée que l'administration, elle a exprimé aucune spécificité sur le traitement de ces données. Concernant le guide de la CNIL, dans le cadre de contrat de maintenance, l'acheteur est amené à transmettre la liste des locataires au titulaire du contrat. Ici, l'acheteur est responsable du traitement et le titulaire est sous-traitant. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt le cas parce que déjà l'acheteur est amené, les données proviennent de lui, donc soit, à mon avis, dans cette hypothèse-là, l'acheteur est responsable du traitement, soit il y a une responsabilité conjointe, mais au vu des faisceaux d'indices qui sont donnés par le faisceau d'indices présenté par la CNIL, j'imagine pas qu'on puisse considérer que l'opérateur économique est seul responsable du traitement, voire même qu'il soit sous-traitant. Enfin oui, pardon, l'opérateur économique va être sous-traitant et l'administration responsable du traitement, ou alors il va y avoir une responsabilité conjointe. Concernant le guide de la CNIL, n'y a-t-il pas toujours un traitement de données publiques par l'acheteur au regard des données transmises par les candidats non retenus dans leur candidature, par exemple mail non générique, CV, quelle mention prévoir dans ce cas dans le règlement de la consultation? Alors là, si je comprends bien, vous parlez, la personne considère qu'il y a un traitement de données personnelles du fait de la procédure de passation du marché. Donc oui, si on veut être précis, je suis d'accord avec vous, il faudrait prévoir des mentions dans le règlement de la consultation en disant que la procédure de passation fait elle-même l'objet d'un traitement de données. Concernant le guide de la CNIL, pouvez-vous donner un exemple dans le cadre d'un marché de travaux de réhabilitation de logements en site occupé? Est-ce que l'OPH pourrait être considéré comme responsable du traitement? À mon avis, oui. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question-là parce que vous allez nécessairement, enfin vous, l'OPH va transmettre des données liées, des informations relatives aux locataires, aux titulaires des marchés de travaux. Dans la réalité pratique des marchés, les personnes publiques ne sont-elles pas nécessairement responsables conjoints? Dans quel cas l'opérateur économique est-il responsable exclusif? Là, on a déjà un petit peu répondu à ça, donc je pense que les exemples de l'ACNIL sont bons à retenir. Il y aura, et en synthèse, on peut dire que l'opérateur économique sera responsable exclusif quand l'administration sera contentée d'exprimer un besoin sans transmission d'informations en matière de données personnelles et sans exiger un traitement de données personnelles de l'acheteur, du titulaire. Est-ce que l'organisation et les capacités techniques en matière de respect du RGPD par le contractant peuvent constituer des critères de sélection des offres ou des critères de recevabilité des candidatures? C'est une très bonne question. La CNIL considère que oui, en tout cas c'est ce qu'elle indique dans le guide, à savoir que elle nous dit que ça peut être un critère de sélection des offres et l'acheteur a intérêt à demander des éléments dans le mémoire technique du titulaire sur le point. On pourrait néanmoins se demander si ça ne devrait pas être un critère de recevabilité des candidatures parce que le RGPD parle de capacité technique pour gérer les données. Donc, en synthèse,
la question n'est pas réglée. Moi, je s'incline à penser que c'est plutôt, ça relève plutôt des candidatures, mais on a quand même cet élément de la CNIL, enfin le guide de la CNIL qui nous dit que ça relève plus des offres. Donc, je recommande plutôt de suivre quand même l'avis de la CNIL plutôt que le mien, et en tout état de cause de prévoir quelque chose dans les documents de la consultation. Donc oui, ça peut être, en tout cas, ça peut être un élément qui permet de sélectionner l'opérateur économique. Est-ce que l'organisation a les capacités techniques en matière de et j'ai une dernière question concernant l'arrêt commune de Nîmes. Cette jurisprudence s'applique-t-elle au logiciel? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi elle s'appliquerait pas au logiciel. Parce qu'en fait, si on a une question, c'est est-ce que l'utilisation de ce logiciel, enfin la seule question qu'il faut se poser, même si elle n'est pas évidente, en tout cas, ce que pose le Conseil d'État, c'est est-ce que l'utilisation de ce logiciel est indispensable à l'exécution du service public? Oui ou non? Auquel cas, si la réponse est oui, ce logiciel va être incorporé dans les biens de retour. Après, se pose la question, c'était ce qu'on avait dit déjà tout à l'heure, se pose la question de le droit de la propriété, droit de propriété intellectuelle. Néanmoins, je suis pas sûr que la question soit définitivement réglée avec des contentieux éventuels devant le juge judiciaire, et non sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et non pas uniquement sur le fondement de la réglementation en matière de biens de retour. Bien, maître, je vous remercie donc pour votre présentation et pour avoir répondu à toutes ces questions qui ont été posées pendant votre intervention. Donc, je remercie les participants d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouveau rendez-vous expert. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juris régulièrement mise à jour. Je vous remercie. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, maître.